fois de plus, bonjour, monsieur Mondomobé. Et encore une fois, merci à vous d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour la tenue de ce café juridique sur le thème Investir en Afrique, le cas, investir en Afrique, le cas de la RDC. Sans plus tarder, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la première préoccupation. S'il fallait débuter cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? Euh, Oui, moi je pense que les problèmes d'investissement en Afrique sont des problèmes fondamentaux, mais les décisions d'investissement, les choix et l'attraction des investisseurs, c'est des questions qui appartiennent aux pays, aux Africains, aux décideurs et à la cohérence des économies. Tout à fait. D'accord, mais vous avez oublié de vous présenter, monsieur Justin Honoré Mondomobé. En fait, on Bien a... sûr, toujours qu'on me connaît, ok. Moi, je m'appelle Honoré Justin Mondomobé. Je suis expert consultant international pour toutes les questions de commerce international, libre-échange, changement structurel des capacités commerciales, optimisation des performances commerciales et bien accompagnement à l'investissement aussi. Encore, merci, c'est noté. Nous allons enchaîner avec la préoccupation suivante. Dans une interview accordée au magazine Le Point en 2022, Anthony Kinzo, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en RDC, c'est-à-dire l'ANAPI, déclarait: La RDC est en réalité plus sûre que l'image qu'on s'en fait à l'étranger. Quel est votre point de vue à ce sujet? Ok, je suis parfaitement d'accord avec le directeur de l'ANAPI. La RDC n'est pas un pays qui communique beaucoup de façon positive. Et les médias internationaux ont plutôt retenu une communication négative pour la RDC, beaucoup plus pour des problèmes sécuritaires et pour des problèmes de qualité de vie difficile pour un gigantesque pays. Donc la RDC n'est pas un grand pays. Avec le directeur de l'ANAPI, que la RDC a moins bonne image que la réalité. Donc je pense que la RDC a beaucoup plus une image plus positive que celle qui est vendue à travers le monde. Et ce serait bon pour l'ANAPI de travailler dur pour changer cette image. La RDC n'est pas un pays excellemment communicateur. Donc, de ce côté-là, il y a des efforts à faire. D'accord. Et c'est une communication qui fait que certains investisseurs sont frileux, certains investisseurs sont assez réservés. Pourtant, c'est l'un des pays les plus attractifs pour ce qui est du potentiel. D'accord. Merci, c'est noté. Merci pour vos éléments d'éclairage. Et nous poursuivons l'entretien avec la préoccupation suivante. Dans la même interview, le même interlocuteur, en l'occurrence monsieur Anthony Kinzo, affirme que l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques et les patrouilles financières lancées par l'Inspection générale des finances consolident les performances économiques du pays, c'est-à-dire de la RDC, et éloignent ce dernier du risque de défaut hautement spéculatif. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, c'est un point de vue qui est discutable parce que l'un des gros problèmes, pas seulement en RDC mais en Afrique, c'est la cohérence des politiques économiques, la cohérence des modèles de gouvernance. D'accord. Donc, la RDC étant un très très grand pays sur le plan superficie, population et tout, la structure gouvernementale d'accompagnement de ce grand pays peut être discutée et est moins performante que ce qui aurait vraiment pu être obtenu. Donc, ce qui fait que les modèles de gestion de la gouvernance visant à rationaliser les dépenses, visant à optimiser la qualité de la richesse sont en
encore discutable et ça met la RDC parfois peut-être en porte-à-faux avec les politiques d'investissement. Et le directeur de l'ANAPI a raison de soulever ça comme étant un problème, mais il y a encore beaucoup de défis à combler pour sécuriser les investissements en RDC. Et c'est là le nœud du problème. Donc, le nœud du problème, c'est d'abord un problème de gouvernance, ensuite un problème de sécurisation d'investissements, et à cela, il faut ajouter un problème d'adaptation au changement. Le pays est assez éparse et résiste de façon farouche au changement à la fois structurel et à la fois technologique, c'est-à-dire le digital. Donc, mais il y a beaucoup d'efforts à faire dans tous ces domaines. Le pays est en voie de faire, le chemin est encore assez long. D'accord, merci pour ces éléments de réponse. Nous allons enchaîner avec la préoccupation suivante. Le fait que la RDC soit membre de l'espace OHADA constitue-t-il d'après vous un vecteur d'attractivité pour les investisseurs étrangers? Pas seulement l'espace OHADA. L'espace OHADA permet d'avoir une cohérence de la gestion des chiffres comptables. D'accord. L'espace OHADA permet de communiquer facilement avec les autres pays africains sur un même plan comptable et une même tenue des comptes. D'accord. Mais à cela, il faut ajouter l'appartenance à d'autres espaces comme la SADC, le COMESA et bien sûr la zone de libre-échange continentale. L'appartenance à des espaces est un élément d'adhésion à des systèmes de cohérence économique. C'est-à-dire, quand on est membre d'un espace, les modèles économiques sont plus cohérents. Mais c'est plus loin que cela. Il faut que la RDC, dans son modèle économique, ne soit pas seulement membre des espaces, mais soit pratiquant des politiques des espaces. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre la gouvernance et l'appartenance à l'espace. Et c'est encore un défi, pas seulement pour la RDC, mais pour beaucoup de pays de la région. La RDC a adhéré au début de cette année et au début de l'année dernière, est revenue à l'espace est-africain. La RDC est membre de la CEAC. Ce n'est pas le nombre d'espaces de cohérence des politiques économiques qui est important, mais c'est la fusion entre le modèle de gouvernance et ces espaces qui est le véritable défi. Et je pense que la RDC doit rester dans le joug de la comptabilité OHADA, mais aussi doit être cohérent avec tous les autres espaces. Merci, Monsieur Mondomobé. En fait, pour résumer ce que vous venez de nous dire, c'est une bonne chose que la RDC fasse partie de l'OHADA, mais ce n'est pas le seul élément auquel il faudrait pouvoir s'accrocher pour évaluer son attractivité d'un point de vue économique. Il faudrait également tenir compte de son appartenance à d'autres espaces de politique économique commune, en l'occurrence ceux que vous avez évoqués, c'est-à-dire la SADC et les autres. Je ne les ai pas tous retenus, malheureusement. Et que maintenant, le challenge pour ce pays, ce serait de pouvoir arrimer ces politiques de bonne gouvernance de manière à ce qu'elles soient, comment dire ça, qu'elles soient cohérentes, oui, avec les politiques développées au sein de ces espaces auxquels elle appartient. C'est ça. Merci, Monsieur Mondomobé. Nous poursuivons avec la préoccupation suivante. Pour bon nombre de professionnels du droit et du chiffre, la croissance économique d'une nation est fonction du degré d'investissement atteint. Pas d'investissement, pas de croissance semble être le postulat corollaire sine qua non. Quel est votre avis à ce sujet? C'est un peu dur. C'est un peu dur. Pas de développement, pas de croissance, c'est un peu dur. La croissance est créée par la population qui décide de faire face à ses besoins et de créer une richesse supplémentaire.
Alors, si le pays arrive à produire plus et à vendre plus à l'étranger, le pays va nécessairement être sur une voie de croissance dès lors que le pays vend plus qu'il n'importe. Tout à fait. La balance commerciale positive est un élément important de la croissance. L'investissement est un élément important de la croissance, mais dire que sans croissance, sans investissement, il n'y a pas de croissance, c'est à mon avis un peu dur parce que on peut bien avoir un modèle économique qui fait travailler les populations dans des secteurs assez innovateurs, tels que le secteur agricole, le secteur de la transformation agricole, sans nécessairement avoir besoin de capitaux étrangers d'investissement. Alors, si on parle des investissements nationaux, oui, à la fois les investissements nationaux en termes d'investissements immatériels, c'est-à-dire des investissements professionnels, des investissements en capital humain, ces investissements-là, oui, sont indispensables à la croissance. Mais les IDE sont importants pour la croissance, mais ne sont pas indispensables à la croissance. Ce qui est indispensable à la croissance, c'est la capacité d'optimiser la richesse sur la base de la productivité nationale. Donc, c'est la productivité nationale qui est la clé de la croissance et non nécessairement les investissements directs étrangers. J'espère que quand vous parlez d'investissement, ça englobe à la fois les IDE et la capacité de productivité nationale. Tout et à moi, fait. je compte sur la capacité de productivité nationale pour être capable de faire déclencher les économies africaines, surtout une économie aussi potentiellement forte que celle de la RDC. Tout à fait. Merci, monsieur Mondomobé, également pour ces éléments de réponse. Et en fait, pour répondre à votre petite préoccupation, la question a été posée justement dans l'esprit de relever la nécessité de valoriser l'investissement entrepreneurial et de ne pas miser uniquement sur les IDE. Parce que malheureusement, dans la pratique, on constate que la plupart des économies des pays d'Afrique reposent prioritairement sur les IDE. Or, la réalité du contexte actuellement marqué par les incertitudes rappelle à toutes ces économies la nécessité de pouvoir capitaliser sur leurs ressources, sur les acteurs locaux pour pouvoir booster ces économies-là. Oui, effectivement, c'est heureusement que vous avez clarifié la question parce que les IDE, à mon sens, sont des ingrédients d'aide à la croissance, mais à mon avis, les IDE sont un peu plus fragiles que la capacité de production nationale dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la diversification de la production, la qualité de la production, la capacité à exporter l'excédent de production pour aller chercher des devises et la richesse à l'étranger. Pour moi, il n'y a pas de... Non, pas qu'il n'y a pas... C'est difficile de prétendre à une croissance si on n'a pas une balance commerciale excédentaire. Pour moi, il faut absolument que la capacité à exporter beaucoup plus de biens diversifiés soit utile à la création de la richesse. Et c'est là que viendrait l'amélioration de la qualité de vie qui va certainement influer à la croissance. Merci encore une fois, monsieur Mondomobé. Et donc, nous poursuivons notre entretien avec la préoccupation suivante. Depuis près de 20 ans, le secteur minier arrive quasiment en tête dans tous les classements relatifs au secteur porteur d'opportunités d'investissement en RDC. Comment expliquez-vous cela? Oui, moi je pense que le secteur minier a inhibé complètement la compétitivité et la créativité dans un grand pays comme la RDC. Ceci vient de la période coloniale. Lors de la colonisation, les colons ont fait croire au Grand Congo, que c'est les mines qui vont développer ce pays. C'était une très, très grande erreur. Le secteur minier la
RDC est l'un des pays au plus grand secteur minier, parmi les plus grands secteurs miniers au monde. Mais ce secteur minier distrait d'autres secteurs et inhibe la compétitivité de la RDC. Pourtant, les autres secteurs sont plus résilients. Regardons le secteur agricole. La RDC a un potentiel agricole de terres arables, presque le plus grand potentiel de terres arables en Afrique. Mais la RDC ne l'exploite pas à cause de ce biais du secteur minier qui a déconcentré complètement les politiques. Regardez le secteur des télécommunications. Quand on a un pays presque 5 fois plus grand que la France et qui a des problèmes importants d'infrastructure à la fois de communication et de télécommunications, comment on peut penser qu'on continue à être distrait par le secteur minier? Le secteur minier, c'est ce que je pourrais appeler des bijoux de famille. C'est-à-dire, quand vous avez une maison, vous devez réserver vos bijoux de famille pour les périodes les plus difficiles. Mais je pense que le pays a tellement de potentiel dans le domaine agricole. Il suffirait de changer complètement et pousser le pays à produire des denrées agricoles exportables, à transformer ces denrées et à inonder les voisins dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Pour moi, c'est beaucoup plus sécurisant pour la RDC que de vendre uniquement des produits miniers qui n'ont pas une valeur résiliente connue et qui exposent la RDC à d'autres prédateurs, à d'autres investisseurs qui ne sont pas toujours loyaux et honnêtes. D'accord, c'est noté. Merci encore. Ensuite, nous avons une autre préoccupation. À l'occasion de sa visite historique effectuée le mois dernier et tenue dans un contexte de crise, le pape François s'est constitué en avocat pour la RDC et pour l'Afrique, en disant, je cite, « Ce pays, ce continent mérite d'être respecté et écouté. Il mérite espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. » Donc en gros, c'est ce qu'il a dit. C'est l'une des déclarations qu'il a faites lors de son discours et de sa visite en RDC. Maintenant, quel est votre avis à ce sujet? Quel est votre point de vue au sujet de cette affirmation du pape? Moi, je suis un technocrate de l'économie. D'accord. Okay? Je suis un technocrate de l'économie. Je n'ai pas la prétention d'avoir la capacité de juger les questions politiques. C'est vrai que les questions économiques et les questions politiques sont liées. Je n'ai pas aussi la capacité de juger les questions sécuritaires. Donc, je vous ramènerai toujours sur la place économique dont je viens effectivement d'en parler. D'accord. Je viens de dire que RDC a été trop distrait par les questions de mines et cette distraction a biaisé complètement sa capacité à exporter les biens agricoles. La RDC est un pays, d'abord au départ, c'était un pays agricole. Faut pas se perdre d'idée. L'agriculture était à la base de la richesse de la RDC. C'est la colonisation qui est venue faire comprendre aux gens, ah, vous avez du cobalt, ah, vous avez du coltan, ah, vous avez ceci. Alors, ça a inhibé complètement la capacité agricole, qui est un défi à mon sens. J'ai beaucoup de respect pour la communication du Saint-Père, mais c'est une communication qui est beaucoup plus dans le domaine des politiques. Et moi, j'aimerais toujours qu'on revienne dans le domaine économique, qui est de privilégier la capacité de production nationale dans le domaine agricole et dans le domaine de la transformation agricole. Mais bien sûr, il faut que tout cela se passe dans un système, dans un climat sécuritaire. D'accord, c'est noté. Merci, Monsieur Mondomobé. La préoccupation suivante.
L'émergence de nouveaux leaders tels que le docteur Denis Mukwege au sein de la société civile en RDC contribue-t-elle à favoriser la captation des IDE? Oui, le docteur Mukwege, c'est quelqu'un qui a été prix Nobel de la paix. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses positives visant à faire rayonner la RDC. Ce qui fait que la société civile congolaise a donc un défi de positiver la communication de la RDC telle que nous l'avons parlé, telle que nous l'avons dit au départ. Et c'est important de déclarer que nous avons un pays qui a tout le potentiel, mais il est important que toutes les ressources participent à l'optimisation de ce potentiel. Donc, moi, je pense que non seulement la société civile doit être redynamisée, mais il faut encore revenir sur les défis de politique et les défis de force de cette société civile dans le modèle économique. Donc, la société civile doit être plus écoutée, doit être plus forte et doit rayonner à travers le monde. Ce n'est pas les compétences qui manquent dans un gigantesque pays tel que la RDC, mais je pense que l'intervention du docteur dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine de l'optimisation de la femme dans la création de la richesse, a été un grand avantage pour la RDC qui doit plutôt continuer. Et dans le cadre de la nouvelle réforme de la zone de libre-échange continentale, il est donc important que la société civile rentre dans le jeu. Parce que la RDC, c'est l'un des pays qui a le plus de voisins au monde. Et avec autant de voisins, le pays devait donc être plus diversifié dans sa production et ne pas seulement être connu sous le label EMIL. D'accord. Merci encore une fois. En fait, pour résumer votre point de vue ou alors vos éléments de réponse concernant cette préoccupation, c'est une bonne chose qu'il y ait une émulation au sein de la société civile en RDC, surtout si elle est portée par des leaders tels que celui que nous venons d'évoquer, en l'occurrence le docteur Denis Mukwege, dont vous saluez au passage les différentes réalisations. Et il faudrait que des actions comme celles qu'il a menées, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder bien entendu, puissent être reprises par l'ensemble des différents acteurs de la société civile. Est-ce que c'est bien ça, Monsieur Mondomobé? Oui, oui. Là, je vous entends maintenant, mais j'ai l'impression qu'on avait été perturbé, je sais pas. En tout cas, là, ça va, je vous entends. Alors, je voulais me rassurer que ce que j'ai dit s'inscrit en droite ligne de ce que vous venez d'évoquer dans les éléments de réponse à cette autre préoccupation. Ok. Je ne sais pas si c'est OK pour vous. C'est Enfin, bon, oui, papa. d'accord. Nous allons poursuivre avec la préoccupation suivante. En l'occurrence, je me pose dessus. Voilà. Depuis quelques mois, une découverte est à l'origine d'une controverse au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Quand on dit nationale, c'est-à-dire l'opinion publique en RDC, et internationale, c'est-à-dire hors de la RDC. Il s'agirait de pierres qui émettent de l'électricité et qui poussent certains analystes politiques à émettre la crainte de nouvelles tensions liées aux velléités de prévarication de ces ressources. Quel est votre avis à ce sujet? Oui, un pays qui a les plus grandes capacités minières au monde. À cela, il faut ajouter une reconversion des politiques économiques visant à intégrer à la fois la richesse, la politique et la recherche. D'accord. La RDC veut jouer son leadership en Afrique. Il faut bien que au potentiel minier que le pays dispose, on ajoute une capacité élevée d'optimisation de la recherche. Parce que si c'est avéré
ces pierres qui produisent de l'électricité. Mais il faudrait bien que le premier pays à en profiter, que ce soit la RDC. Tout à fait. Alors, si les capacités de recherche et les capacités scientifiques ne suivent pas, vous comprendrez que autant le pays a réussi sur le plan de la culture. La RDC a l'un des meilleurs modèles culturels en Afrique. Autant le pays devrait investir dans le domaine de la recherche scientifique pour optimiser son secteur minier. Alors, je serais très mal à l'aise que la RDC trouve des ressources de bonne qualité capables de produire de l'énergie. Toute l'Afrique est en déficit énergétique et est capable d'optimiser ses ressources pour se faire de l'argent et développer la RDC et l'Afrique. Donc, pour moi, ceci passe par la capacité technologique et la capacité scientifique à faire de la recherche. D'où les universités congolaises devraient donc être très attentives à cette information pour développer des programmes de recherche et être capables en RDC d'optimiser la rentabilité du secteur minier. Donc il faut qu'on évite de penser au secteur minier rien que comme un secteur d'exportation, mais qu'on capitalise le secteur minier en le rendant un secteur de productivité, un secteur de productivité maximale et un secteur qui puisse amener le pays vers la croissance. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire dans le domaine scientifique et technologique. Ce n'est pas les capacités qui manquent, mais c'est les politiques qu'il faut absolument adapter à cette réflexion. D'accord, merci, c'est bien noté, Monsieur Mondomobé. Et nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre échange de ce matin, puisqu'il nous reste une dernière préoccupation à évoquer. Si vous deviez dresser une short list des secteurs porteurs d'opportunités d'investissement en RDC, ce seraient lesquels d'après vous? Oui, ok. D'abord, la RDC est un pays d'opportunités. Ça, je n'invente rien quand je le dis. Deuxième chose, il faut enlever le boulet minier. C'est-à-dire oublier les mines. C'est-à-dire réfléchir à un pays qui est capable de produire autre chose que le modèle qu'on a vu depuis les indépendances, qui était un modèle minier. Alors, par ordre de croissance, pour moi, le secteur le plus important pour lequel la RDC dispose exclusivement des ressources, c'est le secteur agricole. La RDC a un très grand potentiel de terres arables capable de produire plus. Ça veut dire que la RDC doit mettre en place une politique agricole adaptée, non seulement la production, mais y adjoindre la transformation. Et la RDC a tout le potentiel là-dessus. Un, secteur agricole. Deuxième, secteur télécommunications, transport, électricité. D'accord. Il faut avoir un pays qui vaut presque 5 fois la France, presque un continent. Et qu'on me dise qu'en investissant dans le secteur de télécommunications ou des routes, on ne va pas se faire de l'argent. On ferait des BOT. On ferait des BOT dans le secteur des télécommunications, des building operate en transfert, des systèmes clés en main qui produisent de l'argent. Et dans ces trois secteurs, électricité, télécommunications et transport, on mettrait en place des autoroutes à ne pas finir, d'est en ouest, du nord au sud, payantes, qui produiraient énormément de richesses et qui développeraient inévitablement le pays. Donc, ce secteur-là. Ensuite, je reviens sur le secteur de la transformation. Ici, le secteur de la transformation, pour moi, je regarderais beaucoup plus la transformation des produits agricoles. Le pays a des défis énergétiques. S'il réussit à résoudre le problème énergétique, il est capable d'être une attraction industrielle ou semi-industrielle. Et le dernier qui n'est pas le dernier de la liste, c'est le secteur touristique. Vous ne pouvez pas avoir un pays aussi diversifié en termes de richesse, à la fois la forêt, à la fois bien arrosé, le fleuve Congo arrose tout le pays et ses affluents, à la fois
une richesse naturelle indescriptible et ne pas développer le secteur touristique. Donc, le dernier secteur pour moi, pas le dernier en termes de priorité, mais le dernier sur ma liste, c'est le secteur touristique. Si ces 4 secteurs étaient valorisés, je vous dis, la RDC, pour moi, reste l'un des pays les plus riches au monde. Mais la richesse dont je parle, excusez-moi, ce n'est pas la richesse minière qui a constamment distrait tout le monde. C'est la richesse diversifiée de productivité économique. Le jour où le pays va mettre tout ce potentiel ensemble, je peux vous garantir qu'il n'y aura aucun pays qui pourra rattraper la RDC. Mais s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de désir. Donc, il faut résoudre la question. Tout à fait. Donc, merci encore une fois à vous, Monsieur Mondomobé, d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour ce café juridique programmé sur le thème Investir en Afrique, le cas de la RDC. En conclusion ou alors en résumé de cet échange, nous retenons que d'après vous, la RDC est un pays qui a un fort potentiel en termes d'attractivité économique, de par, ne serait-ce que déjà, de par sa superficie, qui est ce pays qui fait au moins 5 fois celle la superficie d'un pays tel que la France qui est situé en Europe, par exemple. Mais également, c'est un pays qui est doté d'un potentiel minier fort, qui, de votre point de vue, a distrait malheureusement la plupart des gouvernants qui ont tout misé là-dessus. Et en fait, tout est parti d'une déformation depuis l'époque coloniale. Maintenant, pour pouvoir s'arrimer et relever véritablement les défis qui sont les siens du point de vue économique, il faudrait, de votre point de vue, que ce pays puisse diversifier son économie en misant en misant notamment sur d'autres secteurs, notamment le secteur agricole, le secteur numérique ou alors le secteur des technologies, c'est-à-dire les télécoms, le numérique, la téléphonie, mais également le secteur, vous avez dit le tourisme et les infrastructures, c'est-à-dire les infrastructures pour assurer la mobilité des personnes et des biens, notamment à travers les routes. Allô? De forme de BOT. Voilà. Allô? Oui, moi je vous entends. Moi je vous entends. D'accord. Excusez-moi, Ok, c'est noté. Donc, excusez-moi, j'avais un petit souci, c'est pour ça que je butais un peu. Donc, c'est ce que nous retenons. Et nous retenons également que le fait qu'il y ait au sein de la société civile de ce pays, de la RDC, des acteurs qui se positionnent en leader, non pas seulement sur le plan national, mais également sur le plan international, comme celui qu'on a cité tout à l'heure, au cours de notre échange, en l'occurrence, le docteur Denis Mukwege. Cela contribue également au rayonnement de ce pays. Et les actions menées par ce type de leader devraient être reprises ou alors reprises, intégrées par d'autres acteurs, notamment ceux qui se déploient au niveau local, toujours dans l'optique de booster le rayonnement de ce pays et de favoriser davantage la captation des investissements. Est-ce que c'est bien ça, s'il vous plaît? Super. Okay. Je suis contre le but minier et le reste, je suis favorable au développement des compétences intérieures et l'accroissement de la production. D'accord. Merci encore à vous, Monsieur Mondomobé, et nous espérons avoir le... Merci et je serai toujours favorable d'intervenir dès que mon agenda le permet. Merci, c'est bien noté. Nous ne manquerons pas de vous solliciter sur d'autres cafés juridiques tout au long de cette année. Pas forcément sur le thème de l'investissement, mais ce sera forcément lié à des actualités socio-économiques. Vous êtes les bienvenus. Merci. Et bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.